L'ayahuasca, c'est une plante médecine qui, je précise bien, avec une intention thérapeutique, donc une intention pour se rencontrer soi-même véritablement, est très puissante et fait un travail énorme de libération, de restructuration, bien sûr avec un chaman digne de ce nom et qui a une intention noble. Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions. Et si tout commençait par soi, si tout partait de l'intérieur, je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel épisode de la série Pour les perchés. Je pense que vous avez compris maintenant que sous le nom humoristique de cette série, je donne la parole à une personne lambda qui a choisi d'emprunter des sentiers de traverse, souvent suite à une expérience mystique inattendue, éveillant sa curiosité pour les mystères de la vie. Mais parfois aussi, c'est suite à un problème de santé physique ou mentale. C'est ce qui est arrivé à mon invité du jour. Ali est issu d'un joli mélange entre Algérie, Bretagne et Antilles. Son cheminement est tout aussi coloré et étonnant, et les ateliers ou accompagnements qu'il propose offrent un métissage culturel et spirituel que je trouve assez fascinant. D'autant plus qu'à travers ce mélange, Ali poursuit le but d'amener vers un seul point, le centre du centre, l'essence même de tout. Je l'ai rencontré en m'inscrivant à un atelier de méditation d'inspiration soufie et danse des derviches tourneurs. Des thématiques que nous aborderons en détail dans le prochain épisode qui sortira dans 2 semaines. Aujourd'hui, dans la première partie de son interview, Ali nous conte son incroyable cheminement pour aller au-delà de ses blessures jusqu'à devenir lui-même thérapeute. Alors, comment parvient-on à se construire lorsqu'on a été abandonné par son père et sa mère, que l'on souffre régulièrement de dépression et même de paranoïa ? Pour certains troubles sévères, la transe et les plantes médecines peuvent être une voie de guérison particulièrement efficace. Dans cet épisode, on ne va pas parler des recherches scientifiques dans ce domaine, mais Ali nous partagera son témoignage. Nous parlerons donc de chamanisme, de respiration holotropique et de psychédélique. Attention, cette voie n'est pas adaptée à tout le monde évidemment, et il est nécessaire d'être bien accompagné. Ali nous rappellera aujourd'hui les dangers encourus et les bonnes pratiques. Mais surtout, à travers sa quête de guérison et de l'éternel, Ali nous embarque dans une véritable épopée sur différents continents, nous orientant grâce aux indices disséminés ici et là. Oui, car les détails que nous offre Ali révèlent les innombrables synchronicités qui l'ont guidé. Les synchronicités, vous savez, ces coïncidences heureuses qui nous font tilt au creux du ventre, mais que parfois aussi nous ne remarquons même pas parce que nous sommes bien trop préoccupés par les problèmes du quotidien. Je vous propose d'écouter cet épisode en prêtant attention aux livres, aux rencontres et aux événements qui se recoupent dans l'histoire de mon invité et qui lui indiquent le chemin à suivre. Et ensuite, il s'agira de porter la même attention aux jolis hasards qui se présentent dans votre quotidien à vous. Ali Alexandre Achemoun est mon nom. Ma profession, psychopraticien transpersonnel, une approche psychocorporelle et spirituelle qui a comme question de recherche comment adapter des pratiques spirituelles ancestrales à notre culture aujourd'hui. J'anime aussi des méditations d'inspiration soufie un peu partout en France et dans les pays francophones. Je travaille beaucoup avec les états de transe, la respiration holotropique, le rebirth. L'intention, ma posture de thérapeute, est d'accompagner chacune et chacun à s'ouvrir à soi-même profondément pour incarner le meilleur de nous-mêmes. Voilà, c'est l'intention.
Ok. Bon, évidemment, on va revenir sur tout ça au fil de l'interview. Est-ce que tu voudrais nous expliquer peut-être d'ailleurs, avant de poursuivre, ou plutôt me dire comment je dois t'appeler? Est-ce que je t'appelle Ali? Est-ce que je t'appelle Alexandre? Est-ce que tu portes les deux prénoms à l'origine? Oui, oui. En fait, je suis des deux rives de Bretagne. Alexandre, c'est le prénom que m'a donné ma mère. Et Ali, c'est le prénom que m'a donné mon père. Mon père est kabyle, donc d'Algérie. J'ai grandi là-bas de 8 ans à 18 ans. Et en ce moment, j'habite en Bretagne. Ok. Et je suis très en lien avec la Kabylie, avec la culture berbère, avec le désert. Oui, dans ma présentation, j'ai oublié de dire, j'accompagne aussi dans le désert. Ça aussi, on va en parler. D'accord, donc on peut t'appeler Ali et Alexandre finalement, voilà, peu importe. D'accord. Peu importe. Oui. Ok. Bon, t'as parlé un petit peu de ton enfance, tu viens de l'évoquer. J'aimerais qu'on en revienne un petit peu à cette période de ta vie aussi, parce que je trouve que c'est voilà un bon moyen aussi pour apprendre à connaître quelqu'un. Est-ce que tu voudrais nous dire en quelques mots comment tu étais quand tu étais petit, ce que tu aimais faire, si tu avais des passions? Oui. Alors quand j'étais petit, ma chambre était un bateau. À l'intérieur, c'était aménagé comme un bateau, avec des meubles de bateau, avec un gouvernail, avec des voiliers, et je voulais être marin. Waouh. Donc j'ai grandi dans une cité. Au début, je suis né dans le 93 à Saint-Denis. Ensuite, j'ai grandi à Colombes dans le 92. J'ai grandi dans les cités. Donc, je suis né en 1971. À l'époque, c'était des cités de non-droit. La police n'avait pas accès à ces lieux-là. C'était des lieux de trafic, des lieux de grande violence. D'ailleurs, mon père ne m'autorisait pas à sortir. J'allais à l'école juste en face et je revenais et ça s'arrêtait là. Mes sorties s'arrêtaient. D'accord, ok. Oui, c'était dangereux. Donc je suis né d'un père kabyle et d'une mère bretonne. Il y avait énormément de violence, un choc culturel et religieux qui était très important. Mon père, quand il rentrait, c'était pas un père qui rentrait, c'était un ogre. Moi, dès qu'il rentrait, j'allais me cacher. Il frappait énormément ma mère, il nous frappait. Il parlait pas, il frappait. Okay. Et à l'âge de 8 ans, il nous emmenait en vacances. En tout cas, c'est ce qu'il a fait croire à ma mère et à nous-mêmes, en Algérie. Et on n'est jamais revenu. En tout cas, mes vacances de 10 jours, c'était à la Toussaint. Et mes vacances de 10 jours sont devenues des vacances de 10 ans. Et donc, je n'ai pas revu ma mère pendant ces 10 années. Ah oui, d'accord. Et tu n'avais pas de contact avec elle non plus? Aucun. Ok. Aucun. Et notre père, je dis notre parce qu'il y avait ma sœur aussi, notre père nous a laissés là-bas. Il est revenu en France. Il est resté quelques jours, il est parti sans mot dire. Et donc, double abandon dans une culture qu'on ne connaissait pas, avec des gens qu'on venait juste de rencontrer. Heureusement, j'ai eu une mère adoptive tellement plein d'amour. Elle avait énormément d'enfants. Il y en a un qu'elle tenait dans ses bras, l'autre qui marchait à quatre pattes. Et elle nous a adoptés. Emma Lagré, je l'appelle comme ça, Emma Lagré. Et grâce à elle, je peux dire aujourd'hui, j'ai pu survivre là-bas. Parce que les enfants étaient violents, surtout avec le petit français. Parce que là-bas, j'étais considéré comme un petit français. Ici, le petit algérien, là-bas, le petit français. Voilà. Avec tout le racisme de l'époque, ici dans la région parisienne, on nous appelait les bicous. Hein. Et donc, arrivé en Algérie, tous les enfants de l'école voulaient se battre, voulaient tester le petit français. Et donc, j'ai développé beaucoup de stratégies pour m'enfuir, de fuite et de combat aussi. Et en même temps, mon père, en quelque sorte, m'a sauvé des jupons de ma mère qui, elle, était envahissante
Et en fait, elle aussi, elle avait un plan d'enlèvement. D'accord, waouh, dis donc, c'est pas Donc, une enfance très c'est pas tranquille. une, c'est pas. Tu sais, Raphaël, euh, tous les thérapeutes en général ont des enfants très très difficiles. Et donc, arrivé là-bas, je suis arrivé dans une Kabylie traditionnelle. Il n'y avait pas encore d'électricité. Les maisons étaient des habitats traditionnels, c'est-à-dire comme des temples. Il y avait beaucoup de symbolique. Hein. Avant la Kabylie, avant que l'islam arrive, avant que le christianisme aussi arrive, c'était, et c'est encore, dans une certaine mesure, une tradition animiste. Il travaille avec les esprits. D'accord, donc c'est la définition de l'animisme, c'est ça? Oui, C'est la... animiste. Hein. Mhm. Le chamanisme, c'est des pratiques animistes. Hein, on travaille avec les esprits. Et donc, en Kabylie, il travaillait avec les esprits. Il n'y avait pas le monde profane et le sacré. Tout était sacré. Il y avait encore des rites de passage. Donc j'ai pu bénéficier de rites de passage. Et est-ce que tu as vécu comme un enrichissement ou comme un côté plus difficile? Parce Ça, que un c'était rite de passage. magnifique. En D'accord. fait, en fait, pour survivre là-bas, quand je suis arrivé, par instinct de survie, j'ai coupé le lien à l'intérieur de moi avec ma mère. J'ai accepté ma mère adoptive. J'ai appris le kabyle très vite. En un an, je parlais kabyle couramment. C'est une langue pas facile, très très loin de la langue française. Et ce n'est pas encore l'arabe, hein, c'est autre chose. Mhm. Et je me suis très vite adapté. En un an, ça y est, j'avais fait mes preuves dans les bagarres. Je suis rentré dans le mouvement. J'aimais beaucoup dormir. Tu sais, on dormait au sol avec des peaux de mouton. Le soir, on se réunissait autour du feu. La grand-mère, elle nous racontait des histoires. En fait, les histoires dans une culture traditionnelle, c'est plus que des histoires, c'est des contes, c'est une transmission. Donc c'est jonché de symbolique où l'enfant, par son imaginaire, fait un chemin intérieur pour se construire dans une perspective de réalisation de soi. Mhm. Et puis, l'enfant est éduqué par le village. Il a plusieurs références. Hein. Il y a un proverbe africain qui dit « il faut tout un village pour éduquer un enfant ». Bien, c'est le cas. Et ça, justement, toi, tu l'as vécu avec beaucoup de joie, tu as vraiment apprécié cette façon Complètement. de vivre, Ah oui, d'accord. complètement. J'ai épousé, bah, j'ai épousé, on va dire, cette vie-là, mais complètement. Complètement. D'accord. C'est très très intéressant et je sais pas dans quel cadre religieux tu avais grandi en France. J'imagine que là aussi il y a dû y avoir bon, tu as parlé de ce contraste, etc. Mais je ne sais pas si ta maman était elle-même croyante, si tu as eu une éducation aussi catholique, tout ça. Mais est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu justement du côté voilà, lien à la spiritualité en général, du coup, pendant toute cette période, tu l'as déjà évoqué un petit peu, mais... Ok. Alors, ma mère, j'ai pas de souvenir d'éducation précis, mais elle avait un collier avec la Vierge Marie. Elle portait la tradition chrétienne en elle. Et mon père véhiculait bien sûr cette tradition animiste, et aussi avec des influences musulmanes, peut-être pas les meilleures, dans son rapport aux femmes, et d'où à mon avis aussi le choc culturel avec ma mère. Hein. Mon père a jamais accepté que ma mère travaille, par exemple. Pour lui, dans son système, une femme qui a des enfants, elle peut pas laisser ses enfants et aller travailler. Ça chouette, ça va pas. Hein, ça va pas, etc., etc.
Et après, toi, tu as vraiment alors embrassé toute cette culture animiste une fois C'est ça. Une fois arrivé. Sur un plan spirituel, ça a été, on va dire, ma première initiation. Et dans tout ça, il y avait l'islam. Donc j'ai épousé aussi l'islam. À 17 ans, j'ai commencé à pratiquer la prière musulmane et tout ça. D'accord, donc les deux, c'est comme si les deux se côtoyaient finalement. C'est ça. Après, je suis revenu à la tradition chrétienne bien plus tard. Et donc, oui, tu parles de l'islam et de la tradition animiste. Oui, si les deux, du coup, se côtoyaient au quotidien chez tout le monde finalement, alors c'est ça ? C'est ça. L'islam est arrivé par le soufisme. Souvent, les soufis, on les appelle sidi. Hein. C'est les sieurs, c'est les nobles. Hein, mais les nobles, vraiment au sens, dans le vrai sens du mot. Hein. Ceux qui portent la lumière en eux, hein, qui rayonnent cette lumière divine et qui la partagent avec générosité. Et donc, en Kabylie, la religion musulmane est arrivée par c'est des soufis. Et le soufisme s'est très bien adapté avec l'animisme. Et aujourd'hui, encore, on trouve certaines pratiques en Kabylie qui sont un peu cachées, sans doute à cause de l'intégrisme et tout ça. Mais au Maroc, on trouve beaucoup de traditions animistes, telles que les Gnawa, les Aïssawa, les Hamdouchia, qui sont aussi dans le soufisme. Hein, c'est une rencontre. Les Gnawa, d'après ma compréhension, j'ai été initié dans les Gnawa et j'ai co-organisé des lilas. Hein, les lilas, c'est un rituel qui dure toute une nuit. Les Gnawa, c'est la rencontre, d'après ma compréhension aujourd'hui, de l'animisme sud-africain avec l'animisme nord-africain et le soufisme. Et on trouve beaucoup de voies mystiques au Maroc qui sont justement le fruit de cette rencontre-là. D'accord. Et c'est vraiment très intéressant parce que c'est vrai que j'ai participé à un atelier avec toi et donc il y avait tout un mélange de toutes ces influences de différentes spiritualités et finalement tu as vraiment baigné dedans dès tout petit et tu as poursuivi en ajoutant alors finalement des inspirations de divers endroits, c'est ça ? Je te dirais naturellement. Naturellement, on peut partager vraiment ce qu'on est. On peut partager notre chemin. Voilà. Et donc, bon, je pense qu'on reviendra là-dessus un petit peu plus tard, mais donc, voilà, tu es arrivé à la fin de l'adolescence et donc tu as quitté la Kabylie. Et qu'est-ce que tu as fait ? Tu es retourné en France ? Et en fait, quand j'avais peut-être 14 ans, un jour sur le chemin vers l'école, quelqu'un de plus âgé que moi me dit « Et ta maman, t'as des nouvelles ?» Et là, j'ai eu comme un réveil. Oups, j'ai une maman, moi. Et je crois que le travail du retour en France a commencé à ce moment-là. Alors que j'avais 17 ans, ma sœur, donc qui s'était mariée là-bas, à Alger, elle envoie une lettre, c'est le cas de le dire, c'est une bouteille qu'on jette à la mer. Elle envoie une lettre là où ma mère travaillait. Et il se trouve qu'elle travaillait encore là. Et elle lui a répondu. Néanmoins, donc j'avais 17 ans, donc 9 ans après, quand je l'appelle, t'imagines l'émotion, t'imagines les retrouvailles. Voilà. Et bien sûr, mon premier élan, maman, je viens te voir. Et tu sais ce qu'elle me dit ? Je peux pas te recevoir. Engage-toi dans l'armée. Patati patata. Oui. Ok. Donc, t'imagines bien ce que ça peut causer comme effondrement à l'intérieur. Ok. Eh bien, je me suis fait des papiers, et aussi des faux papiers, parce que j'étais mineur. Là-bas, la majorité à l'époque, c'était 21 ans. Et par des aides d'amis aussi, parce que financièrement, il fallait trouver les moyens. Eh bien, je me suis présenté à la police des douanes. Le policier a reconnu que je faisais une fugue. Il m'a laissé passer quand même.
Parce que tu voulais rentrer en France. C'est ça. D'accord. Et je suis arrivé en France, donc j'avais 18 ans et quelques. J'avais rien, mais j'étais heureux. Il faisait 0 degré alors qu'à Alger il faisait 20 degrés. Je savais pas où dormir. Et c'était magnifique. D'accord. Alors que ta mère ne voulait pas forcément te voir non plus. Eh oui, non, mais j'allais pas la voir. Mais T'étais je heureux. comptais la voir plus tard. Je me suis dit, elle peut pas me recevoir. Je me débrouille. Je trouve un travail, un logement. Ensuite, je vais la voir. Ok. Donc en fait, t'avais une foi incroyable en la vie. Pas, Ah, pas j'étais, d'inquiétude. j'étais porté. Quand on écoute vraiment son cœur, alors le cœur de l'univers nous soutient. Et on est naturellement porté. Hein. Voilà. Ok. Et, et donc, qu'est-ce que tu as fait? Donc, voilà. Aujourd'hui, tu es thérapeute. Et qu'est-ce qui s'est passé alors comment t'en es arrivé là entre ce retour en France où voilà, t'étais sous de très belles Alors, auspices. alors, j'arrive en France, donc je vais travailler dans la restauration. Je vais pouvoir entrer à l'université assez rapidement. À l'université, je m'ennuie. À un moment donné, j'envoie tout en l'air et je commence à faire du théâtre. Première rencontre, Luc Charpentier. Quelqu'un qui, en fait, ses cours consistaient à nous rapprocher de nous-mêmes pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour créer. Et c'était la première rencontre. Là, j'arrive jusqu'à peu près mes 29 ans. Jusqu'avant, je faisais que des jobs. J'étais complètement paumé avec tout ce que j'avais vécu. J'étais quand même à côté de mes pompes, comme on dit. Et 29 ans, une rencontre amoureuse. Pof! Trahison, abandon, dépression. Je rentre en dépression. Mais, avant cela, je commençais à vivre une expansion de conscience. Je commençais à faire des rêves lucides, des sorties de corps. J'avais rencontré des gens dans le métro qui lisaient les livres de Carlos Castaneda. Je ne connais pas. Je connais. Ah, Carlos Castaneda, c'est un ethnologue italien qui, pour faire sa thèse sur le chamanisme, va aller au Mexique. Il rencontre un chaman et il se retrouve initié. Et dans ses livres, il parle de son expérience. Et donc je lisais ces livres-là, je vivais des expériences chamaniques rien qu'en lisant. Et à cette époque-là, ma main se pose sur un livre qui a été fondamental pour moi. À la quête de soi, de Stanislas Grof. C'est ce thérapeute qui a mis en place un outil thérapeutique très puissant qui s'appelle la respiration holotropique. Et donc, je lis ce livre à la quête de soi. Ce livre me parle. Je comprends pas grand-chose, mais il me parle. Et au moment où je rentre en dépression, je prends ce livre et je vais voir une femme du théâtre. Je lui montre ce livre, je lui dis, tu connais quelqu'un qui fait ce travail-là? Et elle me dit oui. Et là, je vais commencer une thérapie qui va durer 7 ans. Une thérapie intensive. Il faut savoir que j'étais très déstructuré. J'étais complètement déstructuré. Je suis passé de l'hyperstructure, contrôle, à la déstructure. Et donc, cette thérapie va me restructurer de manière plus harmonieuse, même si elle n'était pas parfaite. Et au bout de 7 ans, je claque la porte. C'était trop confrontant pour moi. Il y avait des choses que je sentais pas justes. Je peux le confirmer aujourd'hui. Et j'ai claqué la porte un peu trop violemment, un peu trop brusquement. Donc après, je me suis effondré. Je voyais la mort partout. Mais entre-temps, j'avais rencontré un chaman à Paris, Don Francisco Montes, qui est un peintre. Il faisait une exposition. Et je sais pas, j'ai comme idée qu'il n'y aura que l'ayahuasca qui pourra me sortir de l'affaire. Parce que j'étais bien empêtré. Je croyais que j'allais mourir, quoi. Je sors de chez moi, j'avais une sorte de paranoïa, je vais mourir, quoi. Et
Entre-temps, un ami du théâtre me confie un livre qui s'appelle « Ainsi parle l'esprit de la plante » de Jean-Marie Delacroix. Je vais lire ce livre, je dis « Waouh, c'est un magnifique témoignage ». Je cherche à rencontrer l'auteur. J'arrive à avoir ses coordonnées, il m'accueille à Grenoble et il me dit « Ok, l'ayahuasca, ok ». Donc c'était un livre qui portait également sur l'ayahuasca en particulier, oui, d'accord. Ainsi parle l'esprit de la plante, oui, la plante, l'ayahuasca. D'accord. Est-ce que tu pourrais dire, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que c'est? Le quoi, l'ayahuasca? Oui. Ah, l'ayahuasca. Alors, l'ayahuasca, c'est une plante médecine qui, je précise bien, avec une intention thérapeutique, donc une intention pour se rencontrer soi-même véritablement, est très puissante et fait un travail énorme de libération, de restructuration, voilà. Bien sûr, avec un chaman digne de ce nom et qui a une intention noble. Et cette plante est originaire d'Amérique du Sud, c'est ça? Ça, on la trouve en Amazonie. Enfin, ce qu'on appelle l'ayahuasca, c'est une décoction de plusieurs plantes. Et donc tu as rencontré... Donc c'était un chaman qui avait écrit ce livre ou c'était quelqu'un C'est un thérapeute qui a fait une expérience au Pérou. Et qui a écrit ce livre, Ainsi parle l'esprit de la plante. Et donc je vais rencontrer ce thérapeute. D'une part pour qu'il me donne le filon, là-bas, et aussi pour voir ses yeux. D'ailleurs, quand je l'ai rencontré, je dis, je viens vous voir pour voir vos yeux. J'avais envie de voir qui il est aujourd'hui, après cette expérience-là. Il se trouve qu'il avait beaucoup d'amour, beaucoup de douceur dans ses yeux. Et il me dit, ok, l'ayahuasca, nana, mais maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? C'est un gelstatiste, la gestalt. C'est une voie thérapeutique. Il me dit, ici, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? J'ai dit, moi, l'ayahuasca, je veux du bulldozer, je veux des trucs... je me sentais tellement mal. Ouais. Et là, il dit, ok, mais maintenant, je te verrais bien travailler avec la respiration holotropique. Je lui dis, cause toujours, ma habibi, cause toujours. Ça faisait 7 ans, du coup, que tu travaillais finalement à l'aide de la respiration holotropique, si j'ai bien compris. Non, je ne l'ai pas encore rencontré. C'était 7 ans, c'était de la thérapie sans respiration holotropique. Ah, d'accord. C'était de la thérapie du face-à-face. La personne travaillait avec l'hypnose. Et moi, je lui dis, cause toujours. Je rentre à Paris. Et je revois cet ami. Et je lui dis, tu connaîtrais pas la respiration holotropique? Et là, elle me fait un exposé en long, en large de la respiration holotropique. Et elle me parle de Stanislas Grof. Bingo, synchronicité. C'est le livre de Stanislas Grof 7 ans auparavant qui m'avait mis en chemin. Ah oui, d'accord. Et là, je comprends qu'il se passe quelque chose d'important. Je me renseigne. Et c'est comme ça que je vais rencontrer, à l'époque, ça s'appelait l'IRET, qui organise un séminaire de respiration holotropique en eau chaude. C'est-à-dire quoi, dans l'eau, on est dans l'eau, c'est ça? Okay. C'est ça. D'accord. C'est très, très puissant. 37 degrés, la température de notre corps. On est dans l'eau et on est dans la respiration. Il y a tout un cadre, bien sûr, il y a toute une préparation avant, évidemment. Et là, je vais vivre une expérience fondamentale. Avant cette expérience, j'avais jamais imaginé que j'allais être thérapeute. Jamais. C'était hors champ. Les autres m'ennuyaient, je me sentais mal. Mais là, il y a eu un là, déclic. Plus précisément, dans cette expérience de transe, je vais me retrouver en Afrique noire. La transe, ça peut se vivre aussi comme dans un rêve, mais un rêve réel. Donc peut-être, c'est une respiration assez particulière qui met la personne dans un état de transe, c'est ça? C'est ça. Ok. Avec une intention thérapeutique, avec un cadre adapté, sécurisant. On peut revivre sa naissance, on peut revivre, certains appellent ça vie antérieure, moi j'appellerais ça plus des vies parallèles ou autres. Bref, bon, ça c'est mystère. Néanmoins, dans cette expérience-là, je me retrouve en Afrique noire, condamné à mort par ma tribu, parce que j'ai commis une faute grave en tant que guérisseur.
Donc tu voyais des images, tu revivais, tu Je revivais voyais une les scène, quoi. images, j'étais en 3D, quoi. Hmm. Et émotionnellement, c'était intense. J'ai dû dire adieu à mon père de cette réalité-là. J'étais dans des émotions très fortes. J'ai dit adieu à ma femme de cette réalité-là. Elle était enceinte, je vois encore son ventre. Et ensuite, il y a eu un rituel de mise à mort. Et je suis mort, j'ai vécu cette mort, je me souviens. D'accord. Ouais. Ok. J'ai reçu une lance entre les deux omoplates. Et, et là, pouf, je sors de cette réalité-là. J'étais ébranlé, j'étais complètement ébranlé. Et un thérapeute qui encadrait donc cette respiration a compris ce qui se passait pour moi. Et je vais rentrer en thérapie avec lui. Et c'est lui qui va me soutenir pour me former et pour accepter ce chemin-là. Parce que tout de moi disait non, non, non. D'ailleurs, j'ai mis 10 ans avant d'accepter, d'accompagner vraiment. 10 ans. D'accord, mais en fait, parce que du coup, le fait d'avoir vécu cette vie où tu étais guérisseur, c'est ça qui a été le déclic de... C'est un déclic. C'était un déclic profond. Donc, d'une certaine manière, tu sentais au fond de toi qu'il fallait que tu accompagnes les personnes et en même temps, tu ne voulais pas, c'est ça? J'ai mis du temps avant de le sentir. D'accord. J'ai dû encore faire beaucoup de travail avant de sentir que c'était mon chemin. Parce que figure-toi, après cette respiration, t'imagines bien que j'en ai fait d'autres. J'en ai fait une 40aine. Pour te dire la mesure. Je me suis formé. Et finalement, tu n'es jamais allé prendre de l'ayahuasca Et, en et, Amérique du Sud. et, quand je faisais ces expériences de respiration holotropique, de temps en temps, j'avais ce truc par rapport à la mort qui revenait. J'en pouvais plus, ça m'angoissait. On me dit, voilà, au Pérou, tu peux aller rencontrer Jacques Mabi, il est fiable. Jacques Mabi, c'est un ancien médecin qui a créé un centre au Pérou. Il travaille aussi avec des locaux pour ceux qui sont accros à des drogues dures. Donc, je vais sur le site de Jacques Mabi pour aller au Pérou, n'est-ce pas? Parce que dans ton but pendant toutes ces années, c'était quoi finalement avec toutes ces respirations, avec cette envie, par exemple, d'aller au Pérou, c'était quoi C'était de vivre déjà. euh, J'étais là, j'étais menacé par la mort. Alors. Ah oui, vraiment, d'accord, tu le sentais, ok. Et finalement, les respirations holotropiques n'aidaient pas dans ce côté-là. Si, mais il me manquait quelque chose. Ok, d'accord. Donc j'ai fini, donc j'ai persévéré, donc j'ai gardé mon idée, l'ayahuasca, Pérou. Et donc je vais sur le site de Jacques Mabi qui est installé au Pérou, et je vois sur son site une image, il faisait la pub d'un livre, un très bon livre que je recommande, L'iboga et l'invisible, écrit par Marion Laval-Chantet, une ethnopsychiatre. Et ce livre, justement avec un arbre qui parle d'Afrique et tout. Waouh, l'Afrique. Moi, je vais au Pérou, mais je vois l'Afrique encore. Eh bien, je vais finir par lire ce livre. Et dans ce livre, il y a un personnage qui m'interpelle, Tatayo. C'est Hugues Poidevin. Et je vais me renseigner sur lui. Je vais croiser les infos. C'était un homme fiable. Et je vais aller à sa rencontre. Je vais aller au Gabon. C'était au Gabon. Donc tu vas pas au Pérou, tu vas au Gabon. D'accord. Bah oui. Ok. Et quand je vais au Gabon, et qui je rencontre? Un couple dont l'homme du couple était frustré de son expérience. C'est à un moment donné, il n'a pas accepté d'en prendre plus. Parce que dans l'Issomba, De prendre plus de l'iboga. Ah, parce que donc l'iboga, je connais pas. C'est aussi une plante médecine, alors c'est ça? C'est une plante médecine plus puissante que l'ayahuasca. Ah, d'accord, ok. C'est la peau d'une racine. C'est dans une tradition animiste qui est le bouiti. Après, il y a plusieurs bouiti. Bouiti, c'est comme si on dit le soufisme. Il y a plusieurs voies dans le soufisme. Et donc, je vais me retrouver au Gabon. L'homme était frustré parce qu'il n'avait pas pris le nécessaire. Et il compare avec son expérience avec l'ayahuasca. Et je lui dis, mais, ah oui,
Et t'as pris l'ayahuasca avec qui? Et il me parle de Don Francisco Montes, de celui que j'ai rencontré à D'accord. Paris. Tu te rends compte? Au Gabon, je le rencontre. Il disait, ouais, c'était mieux, tout ça. Mais je lui demande avec qui il avait fait. Et il me parle du chaman que j'ai rencontré à Paris, au Gabon. Et donc, je vais me faire initier. Ma première initiation se passe au Gabon, dans le Bouti. Il faut savoir que dans le Dissomba, il y a l'intention quand on prend l'iboga, on en prend un max. C'est le chaman qui jauge la quantité, sachant que on peut en mourir de l'iboga, mais là, il t'en donne un max. Parce que l'intention, c'est de passer de l'autre côté de la rivière. C'est-à-dire de voir sa lumière, rencontrer sa lumière. C'est le premier sens de l'initiation. L'initiation, c'est de rencontrer vraiment qui on est, notre lumière. Donc ma première initiation se passe là-bas. Sans rentrer dans les détails, c'était une expérience hyper puissante, comme tu puisses l'imaginer. Ensuite, je rentre en France. Je comprends qu'une partie du travail a été faite, mais il me restait du chemin. Il fallait intégrer ça. Néanmoins, la problématique relative à la mort a été désactivée, switchée. C'est-à-dire que tu n'avais plus peur de la mort? Finito. C'est pas que j'avais plus peur de la mort, j'avais plus peur de cette illusion de mourir. D'accord. Parce que c'était une illusion de mourir. Je sortais dans la rue, je croyais que j'allais mourir. D'accord. C'était une paranoïa, si tu veux. Et ça a disparu. Paf, switch. Ensuite, je rentre à Paris. Je continue le travail thérapeutique, je continue avec la respiration holotropique. Néanmoins, l'ayahuasca continue à faire toc, toc. Quelques années plus tard, j'entends l'appel en moi. Et là, je rencontre ce qu'on appelle l'ayahuasca, on l'appelle la madre, la mère. La madre. Je vais y aller 2 fois. Mais je crois que dès la deuxième fois, c'est dans un travail avec l'ayahuasca que je vais être invité à m'investir dans le soufisme. D'accord. Le soufisme est né en Amazonie, pour moi. Cet élan, cet atelier est né en Amazonie. La graine a germé là-bas. Ah, c'est intéressant, ouais. Ok. Et donc, je suis invité à m'investir dans le soufisme. Et moi, à cette époque, tout ce qui ressemblait à la religion musulmane, mais j'en voulais pas. La religion musulmane, elle est castratrice. Le bien, le mal, le paradis, l'enfer. Moi, j'avais arrêté de pratiquer les pratiques musulmanes à l'époque, quand j'avais 17 ans, parce que j'étais amoureux d'une femme et je pouvais pas la regarder. Mais je me disais, mais c'est quoi ça? Je pouvais pas aimer. À un moment donné, il y a eu un tel conflit à l'intérieur de moi que, religion musulmane, j'ai arrêté tout ça. Donc, tout ce qui ressemblait de près ou de loin à la religion musulmane, j'en ne voulais pas. Par contre, le côté animiste, avec la spiritualité animiste avec laquelle tu avais... L'animisme, oui. L'animisme, c'était présent dans ta vie encore d'une certaine façon pendant toutes les années qui ont suivi? C'est ça, naturellement. Okay. C'était porteur. Et donc, je suis au Pérou, l'invitation au soufisme. J'accepte. J'arrive à Paris. Ok, soufisme, mais tu fais quoi? T'arrives à Paris. Et un soir, lors d'un échange avec une grande amie, Saba, elle me parle d'Amma. Elle me dit, tu sais, Amma, ce maître indien, elle est dans le 95, celle qui fait les darshan, elle donne énormément d'amour. Il était 11h du soir. Je reçois l'appel, je prends ma petite 106, je fais 100 km. Et je vais passer 3 jours là-bas. 3 jours. Je vais recevoir le darshan. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le darshan pour ceux qui ne connaîtraient pas? Je peux pas en dire beaucoup parce que je suis pas dans cette tradition. Amma prend tous celles et ceux qui lui rendent visite dans ses bras. Ça dure quelques secondes et c'est puissant, c'est énorme. Voilà.
Donc des milliers de gens vont la voir, c'est un truc de fou. Juste pour recevoir, certains appellent ça le câlin, mais là c'était the best câlin. Et donc, en faisant la queue pour recevoir le darshan, je vois une femme que j'avais rencontrée par ailleurs, et elle me dit, tu sais, tu peux demander un mantra à moi. Mantra, je savais à peine ce que c'était un mantra. Ok, je demande comment on fait, et on me donne un petit papier où il y avait des mantras de plusieurs traditions. Et on nous prévient que choisir un mantra, c'est une responsabilité. On nous donne l'image d'un puits qu'on creuse, une fois qu'on a commencé à creuser un puits, c'est important de continuer jusqu'à la source. La source est une, les voies sont multiples, qui était écrit sur le papier. Et parmi ces mantras, il y avait un mantra soufi. Là, je me suis dit, tant qu'à faire, je viens du Pérou, soufi, et je choisis un mantra soufi. Donc, je me retrouve devant un mât, je donne mon petit papier avec le mantra que j'ai choisi à son assistant. Et là, je suis invité à me baisser. Amma, elle est toujours assise au sol. Je me baisse, je me prosterne quasiment. Et là, je rentre dans un silence très, très, très profond. Il y avait une lumière blanche. Et elle me dit à l'oreille, La ilaha illallah. Ouah, je sors de cette réalité-là. Et on nous dit, voilà, une graine a été déposée. Maintenant, c'est de votre responsabilité pour l'arroser. Et on nous réunit un peu plus loin. J'achète un mala à l'époque, parce que dans cette tradition, on parle de mala, on ne parle pas de chapelet. Et j'ai commencé à pratiquer. Mais ça ne me suffisait pas. C'est-à-dire à répéter ce mantra en particulier. Donc celui ce que tu viens de dire, c'est celui que tu avais choisi, c'est ce mantra soufi. C'est ça qui était sur le papier. Et qu'elle t'a dit c'est ça. À l'oreille, oui. D'accord. Et il se trouve que c'était le mantra fondamental du soufisme. Parce qu'il y en a d'autres. Et donc je commence les pratiques qu'on nous a données. Mais ça ne me suffisait pas. J'avais besoin de rencontrer un maître. Je regarde sur Internet. Google maître. Voilà. J'imagine. Pas tout à fait, mais presque. Pas soufisme, méditation, voilà. Et là, la voix Boutichia, c'est une voix qui se trouve au Maroc, qui a organisé une méditation au Forum 104 à Paris. C'est un beau lieu pour celles et ceux qui connaissent pas. C'est vraiment un beau lieu où il se passe beaucoup de choses. Et je vais là-bas, et ils étaient en train de chanter le même mantra, La ilaha illallah. Et là, je suis saisi de joie. Et je me renseigne comment aller à leur méditation. Et j'y vais. Et dans cette pratique, je rentre en transe, je pleure de joie. Enfin, c'était énorme. C'est comme ça que je suis rentré dans le soufisme. Et aujourd'hui, donc, est-ce que tu te considères soufi ou quelle est ta spiritualité aujourd'hui alors ? Dans quelle case tu te mettrais ? Habiba, un soufi qui se met dans une case, ce n'est plus un soufi. Un soufi, dès qu'il se dit soufi, c'est plus un soufi. Le soufisme est une forme, est un habit, il est magnifique, mais ce n'est qu'une forme. Je te partage un petit texte de Rumi, un grand maître soufi, et c'est un grand poète perse. Donc un de ces textes dit, peut-être un peu provocateur, surtout pour l'époque, 12e, 13e siècle. Je ne suis ni musulman, ni juif, ni chrétien. Ma religion, c'est l'amour. Voilà. Ça, c'est du soufisme. Et voilà, c'est ainsi que se termine l'épisode du jour. La semaine prochaine, nous parlerons de soufisme et de danse des derviches tourneurs. Pour vous offrir un petit aperçu de ces thématiques, voici le commentaire que j'ai laissé à Ali suite à cette journée, suite à cet atelier qu'il a organisé. Je suis si heureuse de m'être offert cette plongée dans les traditions mystiques ancestrales au-delà des dogmes et surtout ce voyage au cœur de soi, dans cet espace de paix et d'amour. Ali a su créer un cadre de confiance qui nous a permis, mantra après mantra, respiration après respiration, de nous mettre à tourner et surtout à se centrer. C'est la première fois que j'ai véritablement intégré ce que ça signifiait que de se centrer. Merci pour cette expérience qui a aidé à des prises de conscience et nous a fait vivre une aventure en groupe à la fois douce et puissante. J'ai été profondément touchée par cette journée.
Merci Ali. Alors, on le crée ce nouveau monde ? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.